c'est le seul siège qui sera à coup sûr lâché par sa titulaire. Le département de la formation, de la jeunesse et de la culture attise les convoitises dans cette élection. Plusieurs candidats se sont profilés pour le reprendre. C'est notamment le cas des deux principaux prétendants, Cécile Amarel et Jacques Nicolet, mais aussi de la PDC Sylvie Villa. Pourtant, ce département est le plus exposé des 7. Plusieurs conseillers d'État s'y sont déjà cassés les dents. La loi sur l'enseignement obligatoire est un serpent de mer qui suscite la colère du corps enseignant. L'abandon de la voie secondaire à option devait en finir avec la stigmatisation des élèves les moins scolaires. Mais selon un prof vaudois sur 5, la pratique actuelle est un échec cuisant. Le mois dernier, le département a annoncé des ajustements dans cette fameuse loi. La maîtrise de classe sera renforcée et les appuis individuels seront améliorés pour les écoliers les plus en difficulté. Reste que le prochain chef du département pourra mettre sa patte dans ce dossier et les profils des principaux papables sont aux antipodes. Autre chantier de taille pour cette législature, le financement de la plateforme 10 à la gare de Lausanne. Les députés diront prochainement s'ils débloquent ou non 51,7 millions de francs pour la construction du nouveau musée de l'Élysée et du MUDAC. Si le projet semble sur de bons rails, il manque encore 25 millions à trouver chez des privés d'ici à 2020. Cécile Amarel, vous êtes conseillère nationale depuis 2011, socialiste, candidate au Conseil d'État. Vous avez mené déjà pas mal d'interviews croisées avec Jacques Nicolet, notamment sur le thème de la formation et de l'enseignement, puisque c'est le département qui sera à repourvoir, puisque sa titulaire actuelle, Madame Lyon, ne se représente pas. Dans le fond, vous parlez de revalorisation de la formation professionnelle, des quelques retouches à la Léo, les maîtres de classe, etc. Qu'est-ce qui vous distingue véritablement de votre adversaire politique ? Bonsoir d'abord. Je crois que tout nous distingue parce que je crois que d'un côté, il y a effectivement un parti qui veut un retour à une éducation très traditionnelle avec des méthodes très répétitives, une mémorisation, la peur des examens, etc. Et puis de l'autre, il y a la Léo qui a été d'ailleurs largement contestée par l'UDC encore récemment par le biais de la motion Despote, qui justement essaye de mettre et tente par tous les moyens déjà de se mettre à niveau par rapport à ce qu'il y a dans les systèmes niveau 6 et puis surtout qui essaye de moderniser le système. Je crois que l'école, elle va au-devant vraiment d'enjeux à la fois sociaux et technologiques très importants. Il y a des enjeux, elle est en première ligne par rapport à des questions par rapport au numérique, par rapport à la robotisation, par rapport aux nouvelles méthodes d'enseignement et pédagogique. Et je pense que c'est très important de faire les différences. Vous savez, l'UDC récemment, M. Nicolet a dit que la gauche sapait la formation professionnelle. Moi, je me réjouis d'avoir un débat sur cette question de la formation professionnelle parce que justement la gauche a tout fait au cours de cette dernière législature pour favoriser notamment les centres de formation professionnelle comme BOPS, pour augmenter les bourses d'études et d'apprentissage, pour augmenter les commissaires d'apprentissage, etc. Donc je pense que tout nous oppose sur ce plan-là. On écoutera la réponse tout à l'heure de M. Nicolet, mais on va saluer également M. François Pointet, qui nous a rejoint, candidat pour les Verts libéraux. J'ai vu dans votre programme que vous vouliez une formation préparant les enfants à devenir les membres actifs de la société. C'est une très jolie phrase, ça fait un peu Miss Suisse comme ça, c'est très sympa. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français ? En français, ça veut dire qu'on doit préparer à rentrer dans le système politique, on ne le fait pas assez. On a une tendance à ne pas préparer nos enfants à participer à la vie politique. Maintenant, si on prend d'autres axes, à savoir la vie économique, on reste ancré dans des anciennes méthodes dès qu'on a les bases, et on doit les pousser à devenir plus innovants, est plus apte à rentrer dans le monde économique d'un point de vue innovation. Jacques Nicolet, je vous retourne la question finalement. Alors tout vous oppose finalement et vous êtes pour une école traditionnaliste. C'est vrai que vous avez votre parti était opposé à la Léo. Aujourd'hui, on vous sent un petit peu moins offensif sur cette question-là. Écoutez, je suis un démocrate et puis j'estime que le canton a voté, la population a voté et puis j'accepte le choix populaire. En l'occurrence, beaucoup d'UDC sont dans des exécutifs communaux et mettent en place la Léo aussi bien que d'autres. Je crois qu'il faut savoir tirer le trait une fois que les choses sont décidées. Ce qui nous oppose, je dirais que moi, le point important, c'est quand même de renforcer la maîtrise de classe. C'est quand même quelque chose qui est totalement nécessaire de remettre en place, ce que l'UDC demande depuis fort longtemps, parce que c'est quand même la maîtrise de classe qui permettra
à l'avenir aux profs d'avoir une meilleure gestion de sa classe, pour le prof de classe, un meilleur œil sur ses élèves. C'est peut-être le meilleur des pédagogues, en l'occurrence le prof de classe. Et puis j'estime nécessaire de remettre ces valeurs en place. J'estime nécessaire également de pousser un petit peu le virage numérique, parce qu'on a loupé au niveau de l'enseignement obligatoire, on a loupé ce virage numérique. Aujourd'hui, on a des établissements dans la proximité de mon village. J'ai été longtemps au comité directeur des écoles et on a poussé pour faire de l'installation numérique. Mais on se rend compte que ces installations, elles sont mises un petit peu au coup par coup en fonction, pas seulement du bon vouloir, mais des possibilités financières des communes et des groupements scolaires. Et j'estime que là, en termes d'enseignement, on a loupé quelque chose parce qu'on a tous un iPhone, on a tous un iPad. Professionnellement, on a tous ce genre d'appareil. Et puis, au niveau scolaire, on a loupé un virage. Et puis, j'estime qu'on doit rattraper ce virage-là. C'est ça, Marelle. Moi, j'aimerais juste quand même dire que la politique, ce sont des actes et puis ce sont des faits concrets. Il se trouve que l'UDC, depuis la dernière législature, n'a juste rien proposé au Grand Conseil, n'a rien déposé. Vous êtes quand même président de l'UDC. Et disons, il se trouve qu'à part la motion des spots, c'est-à-dire qui est une remise en cause de la loi sur l'enseignement obligatoire, il n'y a rien qui a été fait par l'UDC, ni sur la formation professionnelle, ni sur la question du numérique. La seule qui a fait, c'est le postulat Catherine Labouchère sur la stratégie numérique. Mais disons, moi, j'ai quand même été voir ce qui a été fait au cours de ces 2 dernières législatures par l'UDC dans le domaine de la formation, et il n'y a strictement rien. Par contre, il y a beaucoup de postulats PS, PLR, Vert sur la question de la formation et évidemment le bilan d'Anne-Catherine Lian sur la question. Alors, juste une question pour M. Nicolet, on ne va pas faire un débat entre les deux. Hein. Je ne vous cacherai pas que l'UDC est très active dans la formation professionnelle. J'ai formé 23 apprentis et beaucoup de membres UDC forment des apprentis, donc on est aussi actifs. Mais moi, ce que j'estime, Madame Amarelle, c'est que si on fait un tout petit coup d'œil sur ce que le Conseil d'État, spécialement Madame Anne-Catherine Lian, a fait, on se rend compte que le monde de l'enseignement est déconnecté du monde professionnel au jour d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple tout simple. Je fais partie du centre d'orientation professionnelle et scolaire du Nord Vaudois. Ça fait 23 ans que je forme des apprentis. Je ne sais pas qui c'est, l'orientation professionnelle. Je ne sais pas, aucun contact. Mais c'est bien pour ça que je veux aller au gouvernement. Si j'ai la chance d'avoir ce département, je prendrai ce département et je m'engage à aller dans les 100 jours, dans tous les établissements, seul, pour recréer le contact, parce qu'il n'y a plus de contact dans ce département. Juste strictement rien fait durant ces 2 dernières législatures, à part la motion des spots. Je suis désolée. Sylvie Villain, vous profilez beaucoup aussi sur cette question de l'enseignement et de la formation. Si vous êtes ministre de l'Éducation vaudoise, quelle est la mesure numéro 1 que vous prenez ? Je vais dire l'élève au centre, mais pas au centre politique, mais au centre des préoccupations dans le sens Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire ne laisser aucun élève décrocher. Vraiment s'assurer de la progression de tous les élèves en trouvant des solutions d'encadrement, d'appui pour les besoins au développement ou pour les besoins de structuration. C'est vraiment s'assurer qu'aucun élève ne décroche. Si on prend par exemple la valorisation de la formation professionnelle, moi j'ai vu sur votre site internet que grâce au PDC, je vous lis, grâce au PDC, nos apprentis sont champions du monde dans leur discipline. Alors bravo le PDC, mais qu'est-ce que vous avez fait là aussi pour qu'ils soient champions du monde grâce à vous ? Alors, je ne sais pas qui a écrit ça. En tout cas, je peux dans ce cas vous parler de quelques interventions personnelles par rapport aux apprentissages ou par rapport à la formation des ingénieurs dans le milieu technique. Et là, oui, j'ai quelques atouts concrets. Typiquement à l'école d'ingénieurs, j'avais proposé que les étudiants qui décrochaient à la fin du premier trimestre, dans la première année de formation, puissent directement passer dans une formation où ils faisaient la première année sur 2 ans, ce qui leur permettait de combler les lacunes, parce que venant de différentes écoles d'apprentissage, les niveaux peuvent être très différents, et d'autant plus quand ils viennent de l'étranger, pour qu'ensuite ils rejoignent dès la 2e année le cursus standard. Et grâce à ces mesures, par exemple, on a eu un taux de succès bien plus grand dans les écoles. Donc voilà. Il y a quelques actes concrets que je peux évoquer. Merci. Pascal Bourlis, le conseiller fédéral PLR Schneider-Hammann, a l'année dernière opposé en quelque sorte la filière apprentissage et la filière, disons, formation professionnelle et la filière universitaire. On constate quand même aujourd'hui qu'il y a un manque d'apprentis. On parlait il y a quelques années de manque de places d'apprentissage, là c'est plutôt le contraire. Pour vous, qu'est-ce qui cloche dans le système tant loué à l'étranger, le système dual suisse ? Est-ce que ça marche toujours aussi bien ?
Globalement, ça marche bien. Peut-être c'est un peu la bureaucratie qui s'est accélérée, mais aussi liée aux filières. Quand on engage un apprenti, il y a des responsabilités à avoir. Et là, peut-être qu'il y a des choses plus simples à mettre en œuvre. Mais de nouveau, je ne crois pas que Schneider-Ammann, le Conseil fédéral, qui s'est exprimé sur ce dossier, voulait mettre en rivalité les deux filières. C'est un peu comme ça que ça a été compris. Ça a été compris comme ça. Il a corrigé ensuite son discours. C'est un peu comme pour le rail et la route. Quelques années, on avait le rail contre la route. Et puis on s'est rendu compte que les deux étaient complémentaires pour avoir une harmonie. Et donc, dans la formation, c'est la même chose. L'apprentissage est une voie extraordinaire où les jeunes peuvent faire ensuite des passerelles. On a développé les passerelles au niveau du canton. On est plutôt très progressiste en la matière. Et donc, je crois que le discours de M. Schneider-Ammann, il faut le comprendre dans cet esprit-là. Il y a eu une critique pour dire qu'on ne peut pas former que les universitaires et puis pas non plus uniquement avoir la voie duale avec l'apprentissage. C'est un tout. Et je crois que le canton de Vaud excelle en la matière au niveau de nos écoles. Est-ce qu'il y a une concurrence entre l'apprentissage et les études ? En tout cas, ce serait absurde qu'elle existe, parce que je rejoins parfaitement Pascal Boulis. On a besoin de tout. On a besoin de gens qui savent poser des concepts, qui savent les élaborer. Et donc, on a besoin de chercheurs. On a besoin de faire les nouvelles technologies auxquelles tout le monde se réfère aujourd'hui comme étant porteuses d'avenir. Il faut bien qu'il y ait des chercheurs, il faut bien qu'il y ait des ingénieurs. Et ça. Et puis après, il faut des constructeurs, il faut des gens qui savent faire. Et donc, aujourd'hui, d'opposer les deux, c'est complètement absurde. D'ailleurs, je relève que dans le canton de Vaud, la part des étudiants progresse, mais pas au détriment de la part des apprentis, puisque celle-ci, elle reste stable. Elle progresse au détriment de ceux qui n'avaient rien. Et ça, c'est plutôt réjouissant parce qu'aujourd'hui, 50% des gens qui sont à l'aide sociale, c'est des gens qui n'ont pas de formation élémentaire. Et si on entend sortir les gens de l'aide sociale, ça passe par des cursus de formation. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut miser sur cette dualité, effectivement, avoir à la fois, et nous sommes fiers de nos hautes écoles, nous sommes fiers parce que ça attire aussi, évidemment, beaucoup de start-up, ça attire, évidemment, beaucoup d'investisseurs. Voilà. Et puis, par ailleurs, il faut que chacun trouve sa place. Et moi, vous savez, je suis fille d'ouvrier. Et je suis très fière de vivre dans ce pays qui donne la chance, mais peut-être pas encore assez, cet ascenseur social, de pouvoir s'extraire de son milieu social, de pouvoir accéder à un niveau de connaissance, à un milieu de formation, parce que c'est ça la lutte contre les inégalités. Et moi, je suis fière de ça. Et en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir continuer de défendre. Pardonnez-moi de vous relancer là-dessus. Est-ce que justement, ce côté ascenseur social, il n'y a pas une sorte de barrière à promouvoir la filière apprentissage au détriment, justement, avec le prestige, disons, de la filière universitaire. L'ascenseur social, c'est donner une place à chacun dans la société. Et si cette place, elle passe par un CFC, puis par des formations passerelles, parce que la personne se réalise. Vous savez, moi, je m'occupe de l'accueil de jour des enfants. D'aucuns ont lutté à l'époque, pas moi, contre la création d'un CFC, d'assistance socio-éducative. Aujourd'hui, on voit que c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup de succès auprès de jeunes gens qui n'étaient pas forcément insérés dans un parcours scolaire traditionnel, mais qui se réalisent au travers d'une formation professionnelle et qui ensuite peuvent accéder à des formations supérieures, à une formation HES qu'il faut encourager parce qu'il y a une valorisation du savoir-faire et ce sont des gens qui se réinsèrent dans la société et apportent à la société. Mais l'ascenseur social, vous avez raison, il n'est encore pas atteint. Moi, je me souviens d'avoir été à l'université, je n'étais pas parmi les plus nombreuses comme fille d'ouvrier, donc là, peut-être, il y a des blocages. Alors, on va donner la parole à M. François Pointet qui lève depuis tout à l'heure la main. Alors, on entend bien les discussions, on a entendu parler de méthodes pédagogiques, de mettre l'élève au centre, mais on fait un peu une erreur de diagnostic aussi. J'aimerais revenir sur ce diagnostic des problèmes dans la formation et l'enseignement. C'est l'enseignant. L'enseignant, actuellement, il est brimé par une structure qui l'empêche de développer sa propre manière d'enseigner. Et c'est vraiment là que se situe un problème essentiel. Les enseignants, à l'heure actuelle, doivent se conformer à un égalitarisme strict et une égalité des chances lors de tout leur enseignement et ne peuvent pas développer leur imagination pour offrir quelque chose aux élèves. Donc il faut remettre l'enseignant aussi sur les rails et remettre les parents dans leur rôle et l'économie dans son rôle au niveau de la formation. Sylvie Villa, est-ce qu'il faut tenir compte de la fronde des enseignants, finalement ? Est-ce qu'il faut davantage les écouter ? C'est un petit peu ce que dit François Pointet. Ça me paraît évident. Il faut vraiment réunir autour de la table l'ensemble des acteurs, donc les représentants des enseignants,
mais certainement aussi des parents d'élèves, des directions, de l'office d'orientation. Je crois que là, il y a vraiment un besoin de trouver des solutions concertées avec l'ensemble des acteurs. Et peut-être par rapport à ça, ça me permet de rebondir sur le thème de la violence à l'école. C'est vrai que pour beaucoup d'échos qu'on reçoit, il y a là un souci en fait de prise en compte qu'il convient aussi de gérer avec l'ensemble des acteurs. Mais est-ce que vous me permettez, puisque j'ai la parole, de rebondir sur la formation duale? Vous savez que moi-même, j'incarne ça, puisque je viens aussi de l'apprentissage avant d'avoir continué avec le TEC du soir, etc. Et j'aurais peut-être 2 éléments que j'aimerais évoquer. D'une part, c'est que ces passerelles, c'est très bien, il faut absolument qu'elles ne soient pas que en théorie, mais que vraiment elles soient applicables. Et là encore, je parlais d'encadrement après, on voit pour le moment que si c'est possible pour un élève d'aller par exemple de l'AVG à l'AVP, donc de passer en voie baccalauréat, il n'y a pas pour autant de cours d'appui. Et là aussi, au niveau sélection sociale, ça peut poser un problème puisque les élèves, il faut finalement qu'ils aillent chercher des cours d'appui à l'extérieur pour pouvoir rattraper la matière qui n'a pas été couverte dans une année pour rejoindre l'autre année. Et là, voilà, on fait une petite dissociation entre les parents qui peuvent finalement financer ces cours extérieurs ou pas. Et puis aussi peut-être rebondir par rapport aux entreprises qui forment les apprentissages, relever qu'il n'y a pas que Bobst qui peut en former, dans le sens que c'est souvent plus facile. Avant, M. Broulis parlait un peu des charges administratives et elles sont souvent un peu plus faciles à gérer par une grande entreprise qui peut finalement déléguer carrément quelques équivalents plein temps pour l'encadrement, alors que c'est beaucoup plus lourd pour les petites entreprises. Or, je pense que parmi les 1000 places qu'il nous faut, la solution vient vraiment de beaucoup de petites entreprises. Donc là aussi, je peux que soutenir le fait qu'on prenne soin de décharger. C'est cela, Marelle. Par rapport à ces passerelles, comment favoriser justement les jeunes à utiliser plus efficacement ces passerelles? Ces passerelles, la transition, la passerelle de la générale, oui, en fait. Et puis après, plus loin. Alors ça, c'est évidemment, je pense qu'il faut absolument faire en sorte que déjà, il y ait une maîtrise de classe qui soit forte, parce que c'est par le biais de la maîtrise de classe que l'enseignant peut détecter... Oui, je ne sais pas si on a les mêmes solutions, parce que la maîtrise de classe, c'est une espèce de boîte à outils, comme dit M. Nicolet, mais derrière la maîtrise de classe, il y a des vrais débats, parce que est-ce qu'on va renforcer plutôt le fait qu'il n'y ait qu'un seul niveau dans une seule classe, ou bien est-ce qu'il y a un réaménagement de la grille horaire? Ça va dépendre beaucoup du dialogue qu'il faudra instaurer avec les enseignants, surtout au préalable, et puis ensuite avec les parents. Il n'a pas été assez soutenu. Mais il faut le renforcer encore davantage, puis trouver les modalités d'avoir un dialogue permanent pour affiner les réajustements, parce qu'ils sont conséquents. Je veux dire, un des vrais débats, c'est de savoir si on ne met, par exemple, dans une classe qu'un seul niveau, par exemple en VG. Mais pour revenir à votre question, c'est clair que ces passerelles, il faut les faciliter, et ça passe par beaucoup de sensibilisation. Ça passe aussi par la valorisation, donner les lettres de noblesse à cette formation professionnelle qu'il mérite. Mais ça, c'est des choses concrètes. Donc, je veux dire, pendant cette législature, il y a eu une augmentation, par exemple, des commissaires d'apprentissage. On est passé d'une 30aine à 66 commissaires d'apprentissage qui vont permettre de mieux contrôler, de concilier les conflits qu'il y a potentiels entre les apprentis et les employeurs. Et ça, c'est le fruit d'une action politique. Et cette action politique, je suis désolée, mais elle vient des socialistes, parce que c'était Samuel Badin dans un premier temps. Il y a eu aussi les frais professionnels qui ont été réindexés. Et ça a été un postulat notamment de Nicolas Rochat et puis de l'action d'Anne-Catherine Lyon. Donc je pense que c'est l'augmentation, l'addition de ces mesures qui va permettre de donner ces lettres de noblesse à cette formation professionnelle qui est très importante. Et puis la facilitation des filières aussi est évidemment un des éléments clés pour la réussite du système, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, il faut une meilleure perméabilité de ces filières, et ça, c'est le fruit de la réussite du système. Jacques Nicolet. Oui, alors si le fait de mettre plus de commissaires d'apprentissage ferait augmenter le nombre d'apprentis, ben ça se saurait. Je crois qu'il faut être honnête. Un commissaire d'apprentissage, il intervient une fois que l'apprenti, le contrat, il est signé. Et pour moi, c'est avant qu'on doit intervenir. C'est beaucoup plus jeune qu'on doit faire rencontrer les jeunes avec les milieux professionnels, parce que on voit très bien, déjà à 14-15 ans, on voit très bien les jeunes dans quelle direction ils vont se diriger. Si c'est des jeunes qui sont voués à poursuivre leurs études, on doit les accompagner également. Si c'est des jeunes qui sont voués à partir au gymnase, là aussi on doit les accompagner en leur donnant des perspectives à la sortie du gymnase. Des perspectives, c'est certainement peut-être pas toujours l'UNIL ou les PFL, mais c'est peut-être aussi l'école d'ingénierie pour
produire des futurs ingénieurs auxquels on a besoin. On sait que c'est des gens qui trouvent très vite aussi également un travail derrière. Et puis également des jeunes qui doivent partir sur des formules d'apprentissage ou d'AFP, parce qu'on peut faire un AFP puis un apprentissage après. Et puis je crois qu'il faut donner vraiment des perspectives à notre jeunesse en les approchant des milieux professionnels, de la Fédération vaudoise des entreprises, d'un certain nombre d'acteurs professionnels qui ne font que de tendre la main aux écoles pour tenter de trouver le contact, renouer le contact et puis améliorer le nombre d'apprentis dans ce canton. Parce que je crois que moi, je suis un pur produit de l'apprentissage et j'en suis fier. J'ai fait une maîtrise fédérale après, donc dans la vie, quand on veut, on peut. Et je suis persuadé qu'on donne des perspectives à des jeunes, quelle que soit leur origine, pays d'origine ou origine sociale. Bien sûr, mais ça, c'est des slogans. Et en termes de mesures concrètes, la question des commissaires d'apprentissage sont très importants parce qu'il y a des taux d'échec très importants en première année d'apprentissage. Et justement, le commissaire, s'il faisait son travail, s'ils étaient suffisamment pour faire leur travail, pourrait visiter de manière régulière les apprentis. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, la mesure concrète, et j'insiste sur les éléments concrets, pas de qui a fait quoi, mais vraiment les mesures politiques concrètes, ça, c'en est une. D'autres, il y en a d'autres, mais disons, c'est une évidence qu'il faut aujourd'hui passer au-delà des slogans sur la formation professionnelle aux mesures concrètes, et celle-ci en est une. Les mesures concrètes, c'est plutôt de mettre un sparadrap ou de soigner la cause plutôt que soigner le mal. C'est très concret ce que vous venez de dire, effectivement. Oui. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va rester là pour ce thème. On a bien compris qu'il y avait un débat entre vous deux. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bon, merci beaucoup d'avoir participé à ce thème. On va passer au thème suivant. On va vous parler de sécurité et justice. Pas de culture.